Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Lancement officiel ce samedi des opérations de recensement général de la population et de l'habitation. Le bon déroulement de cette opération permettra aux autorités de connaître l'évolution de la démographie guinéenne. 54 ans, jour pour jour, la Guinée rentre en possession de sa première monnaie. Pour commémorer cet anniversaire, le gouverneur de la Banque centrale a fait une annonce hier vendredi. Vous aurez de l'argicot dans cette édition. L'Ukraine serait-il envahie par les forces armées russes? En tout cas, les nouvelles autorités de Kiev accusent les Russes d'avoir déjà déployé 6 000 hommes en incriminé une région autonome de l'Ukraine. Les opérations de recensement général de la population et de l'habitation ont été officiellement lancées ce samedi à Conakry. 9 000 agents recrutés et formés à cet effet doivent passer dans les domiciles pour recenser les citoyens et leurs ménages. La réussite de cette opération devrait permettre aux autorités d'avoir une idée claire sur l'évolution de la démographie. Ces opérations doivent durer 21 jours. Image, Youssouf Diaby, commentaire, Manian Kondé. Vous avez combien de personnes vivent ici sur votre toit? C'est parti ce samedi pour le 3e recensement général de la population et de l'habitation. Le lancement officiel a eu lieu chez le gouverneur de la ville, qui a été d'ailleurs le premier à être recensé à Conakry. Une manière d'inviter les citoyens à participer massivement à cette opération en vue de l'obtention d'un nombre reflétant la démographie actuelle guinéenne. Donc nous demandons à tous les pères de famille, à tous les mères de famille et tous ceux qui vivent à Conakry. Aujourd'hui, je prends l'exemple en tant que gouverneur, je viens d'être recensé avec la famille et nous demandons aux citoyens de la ville de Conakry de mobiliser leur famille, d'attendre les agents recenseurs pour faciliter l'opération. Durant 21 jours, 9 000 agents recrutés et formés à cet effet doivent assurer le recensement des citoyens et leur habitation sur toute l'étendue du territoire national. Le recensement général de la population n'est pas une opération politique, c'est une opération purement technique. Il permet à l'État, aux décideurs, à toute la population guinéenne de savoir que les Guinéens sont au nombre de combien. Quelles sont leurs principales occupations? Quelle est la structure d'âge? Donc, ce recensement va permettre à l'État de connaître où il doit investir, aussi bien dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'énergie. Cependant, si certains citoyens se disent informés du démarrage des opérations de recensement et prêts à accueillir les agents recenseurs à leur domicile, d'autres par contre restent en marge de cette information malgré sa médiatisation. Je ne savais pas que le recensement devrait commencer. Je viens de l'apprendre avec vous. Le lancement de ce 3e recensement général de la population a fait l'objet d'une tournée dans d'autres communes, notamment Kaloum et Dikfina. Les données issues de ce recensement qui démarre ce samedi seront utilisées pour 10 ans. Je vous le dis en titre, 1er mars 1960, 1er mars 2014, la monnaie guinéenne a 54 ans. À l'occasion de la commémoration de ce 54e anniversaire, les autorités actuelles ont passé en revue les acquis en matière de politique monétaire. C'était au cours d'une annonce faite ce vendredi par le gouverneur de la Banque centrale de Guinée, Malik Diakité. 1er mars 1960, la monnaie guinéenne voit le jour. Elle s'appelle le franc guinéen. Elle remplace le CFA et s'échange avec lui sur la base de 1 franc CFA égale à 1 franc guinéen. 12 ans plus tard, précisément le 2 octobre 1972, le franc guinéen est remplacé par le CILI. Et le 6 janvier 1986, le CILI cède encore sa place au franc guinéen avec de nouvelles coupures. 1er mars 1960, 1er mars 2014, la monnaie guinéenne a donc 54 ans. À l'occasion de ce 54e commémoration de la monnaie nationale, les autorités actuelles de la Banque centrale se réjouissent des efforts fournis depuis 2010. De 21% en décembre 2010, l'inflation est ramenée à 10,5% en décembre 2013, malgré les soubresauts d'ordre sociopolitique que notre pays a connus pendant cette période. Les réserves de change qui ne couvraient que 2 semaines d'importation sont aujourd'hui à tout moment à plus de 3 mois d'importation. Le taux de change s'est stabilisé autour de 7 000 francs pour $1
et le différentiel de change entre les marchés officiels et parallèles de devises se situe à moins de 2% pour les deux principales monnaies de transaction que sont le dollar et l'euro. Malgré ces efforts, les défis à relever sont encore énormes dans le système bancaire du pays. Dans le domaine monétaire, nous nous proposons d'activer et de formaliser le marché interbancaire de monnaie nationale en vue de permettre une répartition optimale de la liquidité bancaire et d'éviter ainsi les éventuelles pressions sur la monnaie centrale. La BCRG mettra tout en œuvre pour renforcer les acquis en matière de maîtrise des prix, de stabilité de la monnaie, de façon à avoir une inflation à un chiffre avant la fin de l'année 2014. A rappelé que la Guinée est engagée depuis 2000 dans un processus d'intégration monétaire, la ZMAO. Un processus qui regroupe les 6 États de l'Afrique de l'Ouest non membres de la zone CFA, à savoir la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigeria, la Sierra Leone et le Libéria. L'aboutissement de ce processus donnera naissance à une monnaie unique, CEDEAO, en 2020. Autre fait marquant de l'actualité, cette conférence de presse tenue ce samedi par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Objectif, faire la mise au point sur l'évaluation et la capitalisation des élections législatives en 2013. Au cours de cette conférence, il était question de revenir sur les points débattus au cours de l'atelier qu'elle a tenu à Kindia. En toile de fond de cet atelier, faire le recensement des anomalies constatées pendant les élections législatives du 28 septembre 2013 pour mieux préparer celles communales et communautaires, comprendu Salimatou Diallo. La Commission électorale nationale indépendante CENI, consciente des insuffisances recensées lors des élections législatives du 28 septembre dernier, a organisé ce samedi une conférence de presse à la Maison commune des journalistes. Cette conférence doit permettre à la CENI de faire le compte-rendu de l'atelier qu'elle a tenu à Kindia sur l'évaluation et la capitalisation des élections législatives de 2013, atelier au cours duquel la CENI s'est accentuée sur les insuffisances et autres anomalies constatées lors des élections législatives du 28 septembre, mais aussi les objectifs assignés à l'atelier. Nous sommes assignés un certain nombre d'objectifs. Nous assurer que les ressources publiques sont mobilisées à temps et utilisées à bon escient dans le processus électoral. Nous avons cherché également à nous assurer que les forces de défense et de sécurité ont joué pleinement leur rôle et qu'elles ont agi comme un organe professionnel et performant. Est-ce que les partis politiques ont joué pleinement leur rôle d'éducation et de sensibilisation des électeurs pour que ceux-ci, dans l'expression de leur suffrage, montrent une conduite apaisée du processus électoral? Selon la CENI, aucune décision ne sera désormais prise à part entière. Il faudra la participation de toutes les parties prenantes au processus électoral. Dire aujourd'hui que cette date sera consensuelle, personne ne viendra de dire qu'il n'était pas partie prenante du chronogramme qu'on va présenter. La CENI ne s'asseyera plus dans sa tour d'ivoire pour dire les élections c'est à telle date. Ça sera partagé avec tous les acteurs. Tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus prendront fait et cause pour le plan d'action, pour la date et pour le cheminement normal des opérations. La CENI promet de mettre tout en œuvre pour la crédibilité et l'acceptation des résultats qui seront issus des élections communales et communautaires qui se pointent à l'horizon. Et puis, des scientifiques guinéens se déploient sur le terrain pour la vulgarisation des vertus thérapeutiques de certaines plantes. Dans notre pays, le Moringa espera en est une. Cet arbre qui guérit diverses maladies, d'après ces scientifiques, a fait l'objet d'une présentation cet après-midi à la résidence de l'ambassade de l'Allemagne en Guinée. C'est un compte-rendu de Salim Kamara. Cet arbre, qui fait aujourd'hui le tour du monde, n'est encore presque pas connu en Guinée. Le Moringa espera appartient à la famille des monogénériques d'arbres et arbustes originaires de l'Inde. Yango Keita, titulaire d'un doctorat en pharmacie et en chimie d'une université allemande, est celui qui veut vulgariser les vertus nombreuses de cet arbre en Guinée pour que ses compatriotes en profitent au maximum. C'est pourquoi, en présence de professionnels de santé guinéens, de chercheurs, des ONG et d'institutions internationales,
général, il a organisé cette présentation à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée. Pour le diplomate Artemod Krosser, c'est un honneur d'héberger cette première rencontre sur le Moringa Espera en Guinée. C'est pour moi un réel plaisir de vous saluer à cet événement inédit et d'exprimer ma satisfaction de héberger et accueillir la première rencontre débat pour la promotion de Moringa Espera en Guinée. Le rôle des sciences dans le progrès social, mais aussi pour l'identité culturelle des régions et des nations est primordial. Cet arbre existe bien en Guinée, mais très peu ou mal connu. Il y a considérablement disparu au rythme de la déforestation. Le docteur Yango Keita recommande à chaque Guinéen de planter chez lui le moringa. Il avance ici les motifs de sa recommandation. On a vu les effets positifs de cet arbre sur la nutrition, mais aussi dans le domaine du diabète par exemple. Et avec le moringa, on peut purifier l'eau, enlever plus de 99% des bactéries. D'après des témoignages à cette rencontre, plusieurs sont les enfants malnutris, les diabétiques, les hypertendus qui ont obtenu guérison à partir de la consommation des fruits, des racines, des écorces ou des feuilles du moringa. En compte rendu signé Salim Kamara, la soudure à l'arc, une soudure autogène qui sert à assembler ou réparer des pièces en acier, une pratique très dangereuse pour la santé. Plusieurs soudeurs sont exposés à des dangers sanitaires parfois irréversibles, surtout au niveau des yeux. Néné Oumo Baldé. La soudure est un métier très sollicité par bon nombre de jeunes, alors qu'elle a des conséquences très néfastes pour la santé de l'homme. Le non-port des lunettes et masques de protection sont l'une des causes de certaines maladies, notamment des yeux. Des lésions dangereuses sont parfois provoquées par des rayons ultraviolets qui se dégagent lors de la soudure à l'arc. Les soudeurs rencontrent des problèmes ophtalmologiques, des problèmes oculaires, mais plus précisément les soudeurs à l'arc. Il y a ce qu'on appelle le coup d'arc des soudeurs. Et cela se traduit au début par une sensation de picotement, puis après quelques heures par une crise douloureuse qui amène le malade à ne pas pouvoir ou bien oser ouvrir les yeux parce que la moindre lumière fait excessivement mal, ce qu'on appelle photophobie. Il y a des lésions cornéennes, des ulcérations cornéennes, de petites ulcérations cornéennes qui, si elles ne sont pas traitées, finissent par non seulement être diffuses, mais aller en profondeur. Pour les pratiquants de ce métier, ils se disent être confrontés à plusieurs problèmes, notamment le manque de moyens pour s'acheter des matériaux de protection. À la place des lunettes de protection, ils se contentent des lunettes de soleil. Une barbière, si la rentre dans les yeux, si tu es allé au hôpital, une barbière, ça enlève 100 000 ou bien 160 000. Ça, il fatigue. Des fois, soudure, il prend. Si soudure te prend, toute la nuit, va te fatiguer. Parce que toute la nuit, tu pleures toute la nuit. Les lunettes que nous portons là, ça, c'est pas bon pour les soudures. Ça, c'est pour le soleil. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de métier sont confrontés à des risques de maladies professionnelles, alors que des mesures préventives devraient être prises pour les protéger. Dans cette édition tenue vendredi d'une conférence de presse à la Maison commune des journalistes à Koléa, elle est organisée par l'ONG Réseau Afrique de la jeunesse de Guinée. Rajki en abrégé thème débattu les défis de la professionnalisation des organisations de la société civile, renforcement des capacités, objectif informer les médias des activités que Rajki fait dans le défi de rendre professionnelles les organisations de la société civile guinéenne. Isiaga Djaketi. Les défis de la professionnalisation des organisations de la société civile et renforcement des capacités. C'est le thème de cette conférence de presse organisée par le Rajgi. Objectif, rendre compte aux médias des activités que le Rajgi mène pour rendre professionnelles les organisations de la société civile guinéenne. L'objectif de la conférence, c'est aussi partager avec les médias des activités que nous menons dans ce défi de rendre professionnelles les organisations de la société civile pour que, disons, ces préoccupations-là ne soient pas seulement les nôtres,
mais que ce soit des préoccupations nationales, que ce soit des préoccupations relayées par l'ensemble des médias ici présents, parce que nous pensons que vous êtes un maillon fort pour la dissémination de l'information au niveau national et au niveau de la base. Cette conférence a été aussi une occasion pour les organisateurs de dégager un certain nombre de recommandations. Vous avez 5 recommandations phares. La première recommandation, une organisation doit asseoir un système de gestion du personnel qui respecte le code du travail et également un système de gouvernance interne qui respecte les tests fondamentaux des organisations, mais aussi le renouvellement des instances, le fonctionnement, les attributions claires des différentes décisions au sein de l'organisation. Mais aussi une autre recommandation forte, c'est de bâtir un système de suivi et d'évaluation des actions sur le terrain à travers des outils de pointe. Aujourd'hui, en mettant en œuvre une action, il faut que cela obéisse à des normes et à des outils de suivi et évaluation sur le terrain. Cette conférence a été donc une occasion pour interpeller la société civile guinéenne sur sa mission dans le pays. Autre registre de l'actualité, les habitants de Dixine, centre en secteur Bora, sont victimes d'inondations pendant des périodes pluvieuses. Ils pointent du doigt l'occupation du littoral des eaux marines par un opérateur économique qui entend construire un parc d'automobiles. Ils plaident pour une solution favorable avant l'arrivée des grandes pluies. Reportage Abdourahman Ba. Le quartier Dixine, secteur Bora, vit des inondations toutes les saisons pluvieuses. Une situation devenue inquiétante pour ses habitants à quelques mois des grandes pluies. Des inondations qui s'expliqueraient par l'occupation des bordures de mer par un opérateur économique qui compte construire un parc d'automobiles derrière son immeuble. Ce qui provoque chaque année d'inondations dans les habitations par des eaux marines et de ruissellement. Voilà des années que nous sommes victimes d'inondations, de crues, tant des eaux de pluie que des eaux de mer qui nous envahissent ici suite à l'occupation à un opérateur économique. Voilà que celui-ci a pris l'espace sur lequel le devait se mouvoir. Au dire des habitants, cet opérateur leur aurait promis de faire un caniveau d'évacuation des eaux, une promesse qu'il n'a pu tenir. On a eu à débourser, semble-t-il, un fonds afin de pouvoir procéder à la construction d'une canalisation qui puisse nous protéger de l'eau. Voilà qu'il y a 5 mois, 6 mois, que ces travaux-là se sont arrêtés, on ne sait pour quel motif. Ils affirment être dans un besoin pressant de trouver une solution à leur inquiétude, d'où cet appel aux autorités. Nous appelons vraiment les autorités, le gouvernement à nous aider à ce qu'ils finissent les travaux de canalisation ici pour nous permettre de pouvoir rester tranquille. Nous saisissions les autorités. Nous l'avons toujours fait parce qu'à chaque fois qu'il y a des eaux de pluie, nos maisons sont envahies et avec des dégâts matériels très très importants. En attendant donc de trouver une issue favorable, les habitants, eux, craignent de revivre les mauvais souvenirs des inondations des années dernières. La Convention pour la démocratie sociale est le principal parti de l'opposition Guinée équatoriale. Lors du dernier congrès du parti, un nouveau secrétaire général a été élu. Il s'agit d'André Essono, désormais de la formation politique des conflits qui l'attendent sont nombreux. Suivez. André Essono, nouveau secrétaire général du CPDS, la Convention pour la démocratie sociale, le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale. Celui qui était jusqu'alors secrétaire à la communication du parti remplace Placido Miko, qui a passé 19 ans à la tête de la formation politique. André Essono a été élu lors du dernier congrès qui s'est tenu à Bata, la capitale économique du pays. Aux dernières élections législatives et sénatoriales, le CPDS n'a remporté qu'un seul siège dans chacune des chambres du Parlement. Aujourd'hui, l'heure est selon le nouveau secrétaire général à la mobilisation. Le premier défi, c'est la réorganisation du parti, le renforcement du parti pour accueillir la jeunesse. Nous devons faire que la population sache réellement qu'est-ce que CPDS fait en chaque moment
Et quelle est l'opinion de CPDS, de la CPDS sur chacun des thèmes politiques qu'il y a au pays. En 2012, quelques dirigeants du parti, dont Celestino Bonifacio Bacalé, l'actuel ministre de l'économie et du commerce, ont répondu à la main tendue du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir, pour une coalition. Une situation qui a quelque peu fragilisé le CPDS. André Cessono hérite donc d'un parti qui a besoin d'unité dans ses rangs. Outre cela, le nouveau leader appelle à la refonte du processus de démocratisation dans son pays. Le processus de démocratisation de la Guinée équatoriale n'a pas marché. On doit recommencer avec une table de négociation entre le gouvernement et tous les acteurs politiques de la nation. Et ça, c'est le message que j'ai donné le président. Et le président a été d'accord. La Convention pour la démocratie sociale, le CPDS, est un parti social-démocrate qui est idéologiquement basé sur le respect des droits humains, l'égalité, la justice sociale et un modèle économique mixte. Créé en 1990, il est le deuxième parti du pays après le PDGE. Il fait également partie de l'Internationale socialiste. Toujours dans l'actualité sur le continent, alors que l'opposition tunisienne appelle à assainir toute l'administration du pays, retour sur ce qui a permis un retour justement apaisé à la transition en Tunisie. Il s'agit de l'adoption de la Constitution. Elle a finalement été approuvée le 26 janvier et promulguée le 10 février, soit plus de 2 ans après le début des travaux. Alors pourquoi autant de retard? Comment les députés sont parvenus à s'accorder? Et suivez. C'est le 26 janvier 2014 que les députés tunisiens sont parvenus à se mettre d'accord sur le texte de la nouvelle constitution en Tunisie. Le texte final de la loi fondamentale a été approuvé grâce à un compromis entre le parti islamiste Ennahda, les forces de l'opposition et la société civile. Les articles de l'Assemblée nationale constituante avaient été écrits en commission parlementaire en 2011, puis débattus en séance plénière en décembre 2013, avant d'être finalement approuvés en janvier 2014. Au début, on a choisi la feuille blanche, comme on le dit, après débat, et puis audition même des experts, et finalement le premier draft au mois d'août 2012, deuxième projet donc de constitution au mois d'octobre, aussi qui a été refusé par l'opposition et aussi par la société civile, et finalement la crainte de régression des droits. Et puis la crainte de changement du modèle donc sociétal s'est canalisée vers une force de résistance. Les nouveaux textes de l'Assemblée nationale constituante en Tunisie interviennent plus de 3 ans après la révolution tunisienne. Ce texte accorde une place relative à l'islam et introduit une parité homme-femme au sein du Parlement. C'est vrai que c'est un travail énorme, vu le premier draft, comme je vous ai dit, mais ce n'est qu'un texte, tout à fait, et tout dépend de l'application. Et dans pas mal d'articles, tout à fait, pour avoir donc ce compromis, pour avoir un texte consensuel, je dirais c'est la correction donc d'un premier texte, et cette constitution est loin d'être excellente. La dernière étape de la transition devrait aboutir à des élections présidentielles et législatives en Tunisie avant fin 2014. Pour l'instant, aucune date n'a encore été fixée. Je vous le disais au début de cette édition, les événements s'accélèrent en Ukraine et en particulier en Crimée, cette région autonome de l'Ukraine, majoritairement russe. Le Conseil de la Fédération, en réalité le Sénat russe, a approuvé tout à l'heure, je cite, le recours aux forces armées russes sur le territoire de l'Ukraine jusqu'à la normalisation de la situation politique dans le pays. Les nouvelles autorités de Kiev accusent les Russes d'avoir déjà déployé 6 000 hommes en Crimée. Suivez. 100%, une décision à l'unanimité. En session extraordinaire, le Conseil de la Fédération de Russie approuve en fin d'après-midi le recours à l'armée russe en Ukraine. Décision qui fait suite à la demande de Vladimir Poutine et qui donne un cadre légal à ce qui se déroule sur le terrain. Depuis ce vendredi, des blindés russes stationnent en Crimée et les pro-russes contrôlent toujours un peu plus la région. Barrage sur les axes routiers, contrôle de 2 aéroports et prise du Parlement local par des forces armées non identifiées. Le dirigeant de la République autonome se tourne alors vers Moscou. Je demande au président de Russie, Vladimir Poutine, de nous porter assistance pour assurer la paix sur le territoire de Crimée. Son appel est donc aujourd'hui entendu. Dans les villes de Crimée, les manifestations pro-russes sont de plus en plus nombreuses. Dans l'est du pays aussi. Ici, à Kharkiv, l'une d'elles dégénère et fait des dizaines de blessés.
des manifestants prennent d'assaut le bâtiment de l'administration régionale. Notre territoire doit faire partie de ce qu'était l'Union soviétique. C'est ce que nous demandons et c'est pour cela que nous sommes ici. Face à cette situation, Kiev accuse Moscou d'invasion en Crimée et préfère pour l'instant jouer la carte diplomatique. La présence russe inappropriée sur le territoire de Crimée n'est rien d'autre qu'une provocation. La volonté russe de faire réagir l'Ukraine militairement a échoué. Nous avons bien compris que le plan est de créer une nouvelle Ossétie sur le territoire ukrainien avec des victimes, du sang et une guerre civile. Mais tous ne sont pas du même avis. Vitali Klitschko, l'un des principaux responsables politiques, a demandé une mobilisation générale de l'armée ukrainienne. Il souhaite également une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et sur ce dernier point, il a été entendu. Le Conseil doit se réunir à New York en fin d'après-midi. Retour en Guinée avec la page culture. L'artiste international guinéen Sékouba Bambino est arrivé ce samedi à Conakry en provenance de Paris. L'ambassadeur de la musique guinéenne est invité par la structure Mass Production à l'occasion de la célébration de ses 20 années d'existence. Il tiendra un concert en live le 8 mars prochain au Palais du Peuple accompagné du groupe standard de Ansoumane Camara Petit Condé. Bambino, à son arrivée à l'aéroport de Conakry, s'est exprimé en ces termes. Dans la carrière de Bambino, Bambino a fait plusieurs concerts, plus d'une vingtaine de concerts avec Mass Production. Donc si je me trouve aujourd'hui en tant que l'invité de Mass Production, pour moi, je crois que c'est tout à fait normal. Donc c'est que sûr, le 8 mars, Bambino va se donner ce qu'il a lui-même. Je donnerai ce que je peux vraiment pour mes fans, surtout les femmes, puisque le 8 mars, ça appartient à les femmes. Bon anniversaire, Mass. Bon anniversaire, Mass Production. Bon anniversaire, Mass. Bon anniversaire, Mass Production. Mesdames et messieurs, dans la rubrique invité du journal, je reçois le spécialiste maison des questions sportives. L'actualité, c'est le match Auréa Athletic Club de Conakry contre le Raja de Casablanca. Bonsoir Fodé Camara. Oui, bonsoir Nadine. Alors, quel est le véritable enjeu de ce match? Bon, l'enjeu de cette rencontre, il faut dire que c'est pour une place qualificative au compte du second tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions. Le Auréa reçoit donc demain le Raja de Casablanca. Vous n'êtes pas sans savoir que le Raja est le club vice-champion d'Afrique, champion du monde, voilà, le club vice-champion du monde. C'est ce club marocain qui a joué la finale de la Coupe intercontinentale des clubs. Donc ça veut dire que le Auréa doit se battre pour assurer sa qualification, parce que la qualification doit se jouer presque demain au stade du 28 septembre. Alors, Fodé Camara, à votre avis, quelles sont les chances du Auréa? Bon, ça va être un match très difficile, mais moi je me dis quelque part que le Auréa a ses chances intactes. Le Auréa a toutes les chances de se tirer d'affaire face à cette grande formation du Raja de Casablanca. Dans la mesure où le Auréa reçoit le Raja de Casablanca dans un esprit sportif très bien développé chez nous, parce que vous êtes sans savoir que depuis un certain moment, le public a renoué avec le stade du 28 septembre, le public a renoué avec son football, le public a renoué avec ses clubs. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Auréa occupe les premiers rangs du football guinéen. Le Auréa draine derrière lui un certain nombre de publics qui ne se laissera pas faire. Donc le Auréa va bénéficier du soutien de son public demain au stade du 28 septembre. Ça veut dire quelque part que le 12e homme qui est le public sera là pour pousser le Auréa vers la victoire. Alors, quel appel faites-vous à ce public? Alors, justement, c'est maintenant ou jamais. Quand on sait qu'il y a dans l'urette qu'aucun club guinéen n'a réussi à atteindre ce stade de la compétition. On remonte un peu l'histoire. C'est en 2005 que le Stade de l'Abbé a réussi à se qualifier juste à ce niveau de la compétition de la Ligue africaine des champions. Depuis la transformation de cette compétition, c'est-à-dire le passage de la Coupe d'Afrique des clubs champions en Ligue africaine des champions en 1997, aucun club guinéen n'a réussi encore à se qualifier pour les matchs de poule de cette Ligue des champions qui est la crème
du football africain. Donc, le Orient aujourd'hui qui se retrouve à ce stade de la compétition a besoin d'être aussi soutenu par le public. Donc, l'appel que je lance, c'est que le public doit effectuer le grand déplacement, aller supporter le Orient. C'est pourquoi d'ailleurs, le président du club Orient a cassé le prix. C'est les gradés 10 000 francs et la tribune à 3 000 francs. Donc, ça veut dire quelque part que le public doit effectuer le grand déplacement pour soutenir le Orient. Un prix abordable pour tous alors. Mais bien sûr. Merci vous les camarades. Merci à vous. Merci à tous. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie et bon week-end à tous.